Monsieur le ministre, le 6 février dernier, c'était la journée de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Et en Belgique, on parle d'environ 23 000 femmes ayant subi une telle mutilation. Fin 2024, une jeune femme originaire de Guinée-Bissau, qui a été victime de mutilations génitales et d'un mariage forcé, a témoigné dans la presse belge et j'ai aussi eu l'occasion de la rencontrer. En fait, après son arrivée en Belgique en 2013, elle a été confrontée à un manque d'humanité dans la politique d'accueil de manière générale pour les personnes migrantes, mais aussi à un accueil pas du tout adapté pour les femmes victimes de mutilations génitales. C'est un véritable parcours de combattant qu'elle m'a raconté et au lieu de trouver soin et apaisement, elle a été confrontée à des grandes difficultés. D'abord, devant chaque travailleur social, psychologue, psychiatre, elle devait à nouveau raconter son histoire douloureuse. Sur un plan administratif, finalement, une étiquette lui a été collée partout. Et sur le plan médical, finalement, on l'a catégorisée comme malade, traumatisée. Elle a eu des traitements médicaux qui ne l'ont pas aidée et qui ont même amplifié son mal-être. Et donc, ce qu'elle souhaite aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est aussi faire en sorte que ça n'arrive plus aux autres. Et donc, Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Est-ce que vous connaissez des témoignages similaires concernant des traitements médicaux inappropriés en cas de mutilation génitale ou d'autres violences subies par des réfugiés? Est-ce que l'utilisation de l'histoire médicale dans des dossiers officiels ont eu un impact important sur sa vie? Donc, on a l'impression aussi que la vie privée, finalement, de ces patientes-là n'est pas protégée. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et est-ce que vous prévoyez des mesures pour que le corps médical en Belgique puisse suivre adéquatement les femmes victimes de telles mutilations? Est-ce qu'il existe des centres de référence? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci. C'est une question absolument importante, mais je n'ai pas connaissance de cas similaires, disons donc de mutilation génitale subie par des réfugiés ou demandeuses d'asile. Ce que vous dites sur la protection de la vie privée des patients dont un dossier est constitué pour une demande de titre de séjour, c'est vraiment une question qui est de la compétence de mon collègue en charge de l'asile et de la migration. Mais je viens à votre troisième question. Quelles mesures à prendre? En Belgique, il existe 2 centres de référence et de prise en charge des femmes ayant subi des mutilations génitales. Un centre à Bruxelles et un à Gand. Il existe aussi une association, le GAMS, qui possède des antennes dans toute la Belgique et qui accompagne les femmes ayant subi une mutilation génitale. Par ailleurs, je finance des formations en présentiel sur ces thématiques pour le personnel soignant des services de maternité, d'obstétrique et de pédiatrie des hôpitaux. Certains hôpitaux ont développé un protocole de prise en charge des femmes ayant subi une mutilation génitale. Dans le cadre du projet Opération Alerte contre les violences sexuelles intrafamiliales et mutilations génitales, un e-learning spécifique sur la prise en charge des mutilations génitales féminines sera bientôt disponible sur la plateforme du SPF Santé publique et de l'INAMI à destination du personnel soignant des hôpitaux. Afin de suivre de manière adéquate les femmes ayant subi une mutilation génitale, il existe une loi, c'est la loi Van Hove de 2018, qui oblige les médecins à mentionner dans le dossier médical si une de leurs patientes a subi une mutilation génitale. Cette disposition garantit que chaque patiente reçoive les soins appropriés en cas de mutilation génitale. Voilà ma réponse. Madame Merckx. Oui, merci Monsieur le ministre. Tout d'abord, merci d'aussi dire que c'est un sujet important. Et si d'autres témoignages ne vous sont pas parvenus, c'est peut-être aussi parce que c'est justement une question extrêmement intime, extrêmement douloureuse et dont les femmes parlent peu finalement. Et ça témoigne du courage aussi qu'elle a eu de mettre son témoignage finalement de manière publique.
Je pense effectivement, voilà, vous dites qu'il y a 2 centres de référence. Je pense qu'il y a encore d'énormes efforts à faire de manière générale aussi, peut-être dans la formation des médecins, parce que voilà, ça concerne quand même certaines femmes, mais c'est vrai que dans le cursus, on est quand même peu armé de où référer, par exemple, ce genre de personnes, comment prendre en charge. Et alors, en ce qui concerne le parcours des migrants, ben là, je suis quand même pas satisfaite du fait que vous dites il faut en référer au ministre qui est en charge de l'asile et de la migration. C'est ce que je ferai, je lui poserai aussi la question. Mais finalement, un patient, c'est un patient. Et le droit à la vie privée ne devrait pas dépendre du fait si on a le statut de réfugié ou pas le statut de réfugié. Il ne peut pas y avoir un traitement différent. Et dans ce cas précis, vous comprenez aussi que c'est hyper important, justement, de protéger le droit à la vie privée de ces personnes-là, ayant justement subi des mutilations génitales. Donc, je trouve que, voilà, à ce niveau-là, vous auriez quand même dû aussi prendre position et peut-être justement en parler avec la ministre en charge de l'asile et de la migration pour faire remonter le non-respect finalement de la vie privée quand on est migrante et qu'on a besoin de soins. Merci. Bonjour, je m'appelle Shaila Bari, j'habite à Dendermonde et je vis déjà ici depuis 12 ans. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon histoire avec vous, pas pour attirer la haine, mais pour réveiller les consciences des vies que j'ai connues en Afrique et celles aussi que je devrais affronter ici, d'un système oppressif. J'étais une fille victime de la mutilation génitale qui rêvait d'ailleurs de devenir modèle pour pouvoir surmonter ces traumatismes. Et j'étais aussi une enfant esclave qui a commencé à travailler dès l'âge de 7 ans. J'ai été forcée de travailler, forcée. C'est moi qui devrais s'occuper de la maison, qui m'a forgé d'abord, qui a forgé d'ailleurs mon caractère de devenir une mère, une personne responsable. Donc une personne qui était forte psychologiquement. Parce que j'avais pas de choix. Mon choix était d'être adulte avant l'âge. Et après venir en Belgique en pensant que je pourrais être indépendante et pouvoir réaliser mes rêves. D'ailleurs, ces rêves que je me suis battue pour réaliser pour devenir modèle, elle était interrompue par un système oppressif, un système où les droits de l'homme, les droits des femmes ne sont pas respectés. Ces personnes qui prennent les décisions, les dire qu'ils ont une responsabilité très grande, ils ont un pouvoir très grand. Et ces pouvoirs et ces responsabilités doivent être prises dans un sens empathique, un sens d'humanité. Sinon, c'est toute une histoire comme la mienne qui est gâchée, c'est toute une vie qui est mise de côté, c'est tout un harcèlement psychologique qui va accompagner cette fille durant sa vie qu'elle va vivre en Belgique. Parce qu'ici, on sait que tout se passe par les dossiers. Et j'étais étiquetée par des professionnels de santé mentale, utiliser mon histoire contre moi, mon histoire de mutilation génitale en disant que j'avais des problèmes psychologiques liés à mes mutilations génitales. Je vais dire non. Les mutilations génitales, c'est un crime, mais abuser aussi de son pouvoir, c'est un crime. Gâcher toute une vie, toute une rêve, c'est une honte.